Bon, ben c'est le moment de tester mon hypothèse que je vous ai présentée en début d'émission. J'essaie de comprendre depuis dimanche pourquoi on est si peu nombreux à être allés voter, du moins à Montréal. Les derniers chiffres sont assez catégoriques. C'est moins de 40 ça veut dire moins de 2 personnes sur 5. On en parle avec Caroline Pathias, qui est professeure au département de sciences politiques à l'UQAM. Bonjour, Madame Pathias. Bonjour. Alors, moi, mon explication, c'est une hypothèse, je ne suis pas un scientifique, c'est pas une question que j'ai explorée avec attention, c'est que ça ne nous intéresse pas, la politique municipale. C'est aussi simple que ça. Quand les gens ne vont pas voir des spectacles, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller voir ce spectacle-là. Est-ce que c'est la même chose avec la politique? Comment expliquez-vous ce phénomène-là? Alors, je ne suis pas certaine que ça n'intéresse pas les gens. Maintenant, ça ne les intéresse pas suffisamment, ou disons, c'est un intérêt qui ne conduit pas au vote. Parce que, par exemple, surtout chez les jeunes, on a moins de participation électorale au palier municipal et en général. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes sont moins intéressés par la politique en général. Ça veut dire qu'ils sont moins intéressés par une participation, entre guillemets, conventionnelle dans le système politique représentatif. Donc, c'est un peu la même chose au palier municipal. Alors, c'est vrai aussi que c'est un palier qui, historiquement, a été vu davantage comme un palier administratif que comme un palier politique, même si aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est faux, puisqu'on voit bien les enjeux du logement, de l'itinérance. Ce sont des enjeux qui sont éminemment politiques, il n'y a aucun doute. Donc ça, je dirais que ce serait la première raison, cette vision administrative du palier politique. Ensuite, dans cette élection-ci, on n'avait pas une figure politique polarisante, très connue, un candidat sortant, par exemple. Si on se replonge, il y a quelques années, on avait Denis Coderre qui suscitait une forte polarisation. Ça encourage le vote. On vote pour ou on vote contre. On n'avait pas ça, on avait des candidats qui ne sont pas forcément nouveaux en politique, mais qui n'étaient pas des candidats sortants, qu'on connaissait moins. Et enfin, troisièmement, je ne crois pas, ou disons rares sont les Montréalais qui aujourd'hui vont se dire que tout va changer parce qu'on vient d'élire Soraya Martinez. Soraya Ferrada Martinez, pardon. En fait, on sait bien que les lendemains ne seront peut-être pas des lendemains qui chantent et que ça va être difficile. Donc ça non plus, c'est pas un facteur qui suscite un engouement pour aller voter, pour franchir le pas et se dire je vais mettre mon bulletin dans l'urne. Bon, alors moi, je vous ai entendu. Là, je ferai le lien entre deux des explications qui composent là, toute l'explication que vous venez de nous donner. Je retiendrai le mot engouement. C'est-à-dire que si ce qu'on propose, ce sur quoi on se prononce pendant une campagne municipale, ça ne suscite pas l'engouement et qu'en plus de ça, ceux qui sont derrière les programmes, les messages, ceux qui sont à la tête des partis, eux autres mêmes ne suscitent pas l'engouement, ben, c'est pas étonnant ensuite de constater que les gens, ça leur donne pas le goût de sortir le matin. C'est dimanche. Je vais rester à la maison. C'est-à-dire, je crois que on sait tous que les politiques qui s'en viennent, ça va être forcément des politiques difficiles. Parce qu'on est d'une part dans un cycle de rationalisation des dépenses au palier supérieur, et l'intervention de ces paliers supérieurs, elle est nécessaire au palier municipal. Donc, s'il y a moins finalement d'argent qui est donné au palier municipal, on sait bien que ça va être encore, les politiques vont être encore plus difficiles. On voit bien, on a une grève de la STM, on a aussi les négociations avec les syndicats qui sont lancés. Donc, on a des décisions qui vont être difficiles et des arbitrages qui vont pas être simples. Oui, mais c'est Et pas c'est tout ça, pareil. en fait. C'est pareil en politique provinciale et en fédérale. Ils n'ont pas un message plus lumineux et plus positif. Là. C'est toujours des enjeux. C'est toujours l'idée de réduire la dette, de régler tel problème. Et les gens vont Oui, voter mais on a des davantage. Oui, ils vont voter davantage. C'est historique. On a des politiciens qui sont plus connus et des paliers politiques qui, historiquement, sont vus comme se prononçant sur de grandes questions politiques, ce qui est moins vrai au palier municipal. Et ensuite, est-ce que, pour ma part, je croirais que oui, mais est-ce que c'était clair pour chaque électeur qu'il y avait une véritable divergence Ouais. entre l'offre politique, entre les deux offres politiques principales, et deux, est-ce qu'elle suscitait un grand enthousiasme? C'est là où je crois que
il y a des facteurs qui peuvent être soulevés. Mais ça, c'est C'est intéressant ce que en vous plus dites. au Non, mais palier. c'est intéressant ce que vous dites sur la divergence parce qu'il y avait peut-être l'illusion de lieux communs sur l'ensemble des points qui étaient dans les deux programmes. Et quand on plongeait véritablement dans les programmes, on se rendait compte qu'il y avait des offres qui étaient parfois différentes, mais les gens n'avaient pas envie d'aller lire les programmes. C'est la poule ou l'œuf, là, on dirait qu'on tourne en rond. C'est-à-dire, il y a aussi l'élément de l'information. Moi, je crois vraiment que cette campagne municipale, elle a très bien illustré les enjeux. Il y a eu des efforts de la presse pour expliquer les enjeux avec des points de vue experts en économie, sur les enjeux, par exemple sur les enjeux du logement. Mais en même temps, ce focus sur la politique municipale, c'est uniquement durant les élections. Et ça manque. Le deuxième élément qui est propre au palier municipal au Québec, c'est que si on compare par exemple à l'Europe, on a des partis politiques au palier municipal qui sont beaucoup plus récents, qui sont présents que dans les municipalités de plus de 5000 habitants et qui ne sont pas les mêmes qu'au palier provinciaux et au palier fédéral. Et ça n'encourage pas une continuité des débats politiques et aussi un débat sur la cohérence des politiques. Parce que forcément, il y a un lien entre les politiques du logement au fédéral, au provincial et au municipal. En Europe, ce lien, il est plus facilement fait parce qu'on a, on a les mêmes partis politiques à tous les échelons. Et pour conquérir le palier national ou fédéral selon les pays européens, on a besoin de s'appuyer sur un enracinement local, ce qui n'est pas le cas au Québec et au Canada. Et ça contribue à une dépolitisation ou au moindre intérêt que suscite l'échelon municipal. Il est à la fois structurel et historique. Entrons maintenant en mode peut-être solution. On ne fera pas de politique, évidemment, mais est-ce qu'il y a un exercice démocratique qui réussit à attirer 38 des gens, puis en fait, c'est un peu moins que ça, c'est 37,13. Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement le délégitimer, c'est-à-dire établir un seuil en bas duquel l'exercice n'est pas reconnu comme étant officiel, puis on recommence? Alors, on pourrait, même si on disait ça, on n'est pas sûr qu'au deuxième coup, les gens participent davantage, ils pourraient même moins participer puisqu'il y aurait la lassitude d'avoir participé une première fois. Et deuxièmement, ça aurait un coût. Enfin, troisième point, on pourrait dire que ça diminuerait encore la légitimité politique parce que sûrement qu'il y aurait une rétroaction. Les gens voteraient selon les résultats de la première fois et on peut penser qu'il y aurait une prime aux gagnants parce que c'est toujours plus intéressant d'être dans le camp des vainqueurs que des perdants. Donc selon moi, il y aurait une distorsion du point de vue de l'opinion. Okay. J'ai deux autres propositions, le temps nous bouscule. J'ai deux autres propositions, j'aimerais ça. Ah ben allez-y. J'avais juste deux petits éléments. Il y a un courant politique qui dit la démocratie, c'est l'anarchisme, la démocratie représentative, ça veut rien dire. Je ne veux pas être vulgaire, mais c'est l'expression élection piège à con dans les années 68, mai 68 en France. C'est ça. Personnellement, je ne pense pas ça parce que déjà, c'est 38 personnes qui ont voté et c'est un vote libre. Et ceux qui n'ont pas voulu participer, c'est un choix aussi qui est significatif, qui veut dire quelque chose. Et puis en plus, si on regarde bien, si vraiment les élections ne comptaient pas, alors je vais vous parler des paliers politiques supérieurs, mais quand même, si on regarde les États-Unis, tous ces grands dirigeants économiques qui veulent prendre le pouvoir. Donc, ça veut dire que l'élection, une fois qu'on est ça permet une entrée dans le pouvoir et on va avoir une action qui compte. Parce que sinon, les grands de ce monde, entre guillemets, ceux qui ont déjà du pouvoir, n'iraient pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit rappeler. OK. J'ai une deuxième proposition. Vous me dites ce que vous en pensez, puis vous me dites surtout si ça se fait ailleurs. Parce que j'ai entendu dire, par exemple, on pourrait organiser l'élection municipale le même jour que l'élection provinciale, qui est une élection qui va chercher un taux de participation de près de 70 %. C'est presque le double. J'ai une autre proposition. Faire des référendums. Donc, en politique municipale, sur beaucoup de décisions, les gens pourraient aller voter 4, 5, 6 fois par année. Est-ce que ça se fait? Puis est-ce que c'est une bonne idée selon vous?
Alors, on est divisé hein, sur cette question-là dans le champ de la science politique. Ouais. Il faut savoir que depuis la réforme Coiteux, il y a eu une diminution des référendums locaux. Et l'argument, ça a été de dire, les référendums, c'est oui, non. C'est une réponse binaire, ça ne permet pas la discussion et c'est populiste. Et Coiteux a proposé de redonner du pouvoir aux élus et aux municipalités pour que ceux-ci et celles-ci, enfin les élus et les municipalités, organisent des consultations pour les citoyens qui ne soient pas des référendums, des consultations plus complexes. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu finalement que oui, on a eu des consultations, mais où les citoyens n'ont plus de pouvoir décisionnaire. Donc moi, je serais plutôt dans le camp de ceux qui pensent que les référendums, c'est utile pour le pouvoir et l'empowerment citoyen. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas obligé d'y aller au référendum. Ouais. Mais la menace du référendum, ça ouvre une négociation, ça oblige en fait les acteurs à accepter la négociation avec les citoyens. Et donc, ça renforce le pouvoir des citoyens pour ouvrir une véritable discussion, par exemple, sur les projets de développement. Okay. Donc moi, je suis plutôt en faveur des référendums. Dernière proposition en 10 secondes, Mme Patias, permettre aux gens de voter de chez eux, dans le confort de leur salon. Il faudrait discuter, mais moi, je suis plutôt contre parce que il y a quelque chose dans l'isoloir qui fait justement qu'on n'est pas dans son salon et qu'on prend peut-être davantage conscience de l'importance de notre geste. Merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir. C'est très intéressant. Vous avez réussi à démonter mon hypothèse. Mais merci à vous d'avoir été là, donc. Et restez avec nous après la pause. On parle avec Sophie Mongeon et Nicolas Cloutier du match de ce soir.